Bonsoir Marie-Laure Harel, vous êtes conseillère du 3e arrondissement de Paris, soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet. Florence Portelli, bonsoir, maire de Taverny, porte-parole François Fillon. Franck Riester, député de Seine-et-Marne, maire de Coulommiers, soutien de Bruno Le Maire. Bonsoir Laurent Marcangeli, député maire d'Ajaccio, soutien d'Alain Juppé. À l'instant, avant qu'on commence notre débat, une nouvelle information. Bernadette Chirac hospitalisée à Paris, je cite, pour souffler et récupérer un peu. C'est la famille qui l'indique à l'AFP ce soir. Donc on le sait, Jacques Chirac est déjà hospitalisé. Ce soir, Bernadette Chirac doit récupérer. C'est une nouvelle évidemment sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Merci de participer d'une certaine façon à ce premier avant-débat, puisque chacun vous représentez des candidats. Ces primaires, elles démarrent. C'est le départ de la primaire officiellement. Hervé Mariton n'a pas été choisi. Vous regrettez, il a finalement pas pu être validé en quelque sorte. Personnellement, je ne suis pas tout à fait en phase avec ses idées, son positionnement politique, mais j'avoue que j'ai eu un petit chagrin pour lui parce que c'est quelqu'un qui se bat bien, qui baisse jamais les bras, il est un peu tout seul et je pense qu'il méritait de participer à cette primaire, bien qu'encore une fois ce soit pas tout à fait le positionnement de Nathalie Kosciusko-Morizet, celui que je suis moi-même. Donc il était libéral et aujourd'hui, comment va se passer ce débat? C'est-à-dire, est-ce que ça va être un pugilat? Ça va être François Bayrou a dit que ça allait être une centrifugeuse qui allait favoriser les plus transgressifs et les plus agressifs. Laurent Marcangeli, proche d'Alain Juppé. Pour ma part, si vous attendez ça de moi ce soir, et vous êtes maire d'Ajaccio, de mes amis qui sont autour de cette table, c'est pas un débat pugilistique que nous allons mener, c'est un débat sur des idées, sur des valeurs. Nous défendons les idées que portent les candidats que nous soutenons. Nous voulons qu'ils soient élus, chacun de notre côté. Mais vous savez, ce qui va se passer le 27 novembre, c'est que nous nous rassemblerons derrière celui qui gagnera. François Fillon est dans le même état d'esprit ? Tout à fait. Parce que quand même, il a quand même dit dans son discours de rentrée, imaginons, est-ce que vous imaginez le général de Gaulle mis en examen? Ça, c'était pas tout à fait pacifique comme déclaration. Écoutez, moi j'ai un candidat qui a un discours de vérité, également sur un programme économique qui est extrêmement difficile et rigoureux. Donc il a un discours de vérité sur pas mal de sujets, notamment en matière de dignité de la fonction présidentielle. Néanmoins, pour répondre à votre première question, moi j'espère qu'on va parler des projets. Parce que je trouve qu'en ce moment, il y a une surenchère lexicale, que le débat est un peu dicté par des phrases ou des déclarations intempestives. On va aller draguer certaines voix. Bon, c'est le choix de certains candidats, c'est leur problème. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne au sujet qui préoccupe les Français. C'est aussi l'économie, le social, l'éducation. Ce n'est pas que le Burkini ou les Gaulois. On va revenir sur les Gaulois, peut-être, Marie-Laure Harel. Ça va être quand même... Il faut se distinguer dans un débat de primaire, on le sait. Rappelez-vous, pendant la primaire de la gauche, il y a des phrases qui sont restées, qu'on cite encore. Quand il y a un loup, c'est que c'est flou, etc. Ça marque. Oui, le problème de François Hollande, c'est qu'il n'a rien fait. Voilà, on s'en souvient. Ségolène Royal, ça c'était une phrase de Martine Aubry. C'est ça qui va se passer? Mais je crois qu'aucun d'entre nous n'a l'intention de rentrer dans un pugilat. En revanche, on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est justement ça que la primaire doit servir. Elle doit servir à démarquer des candidats sur des idées, sur une manière de faire de la politique. Donc on peut exprimer des désaccords sans que ce soit violent. Et je pense que l'ensemble des candidats est dans le même état d'esprit. Bon, mais ça, vous êtes la jeune génération. Moi, je ne crois pas beaucoup à ce que ça soit si pacifique. Mais on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout et on veut évidemment respecter les candidats. Il faut que ça se fasse d'une façon responsable et, je dirais, intelligente. Mais en même temps, il faut qu'on se dise les choses. Pendant cette campagne, il y a des choix que devront faire nos compatriotes qui nous regardent et qui pourront aller tous voter, ceux qui sont de la droite et du centre, même s'ils n'ont pas de carte à l'UDI, même s'ils n'ont pas de carte aux Républicains, ils pourront se rendre voter les 20 et 27 novembre pour choisir, la probabilité est très forte, le prochain président de la République. Et moi, on va faire campagne avec toutes les équipes de Bruno Le Maire avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on est convaincu qu'après 30 ou 40 ans d'absence de réforme dans ce pays, droite-gauche confondue, on peut ouvrir une nouvelle voie, une troisième voie entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et quelques autres pour enfin se projeter dans l'avenir, enfin faire les réformes qui n'ont pas été faites. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne avec une Angela Merkel qu'on appelait la gamine à l'époque, 10 ans de réformes exceptionnelles. Regardez ce qui se passe en Italie avec Matteo Renzi. Il y a une dynamique exceptionnelle aujourd'hui. Vous dites, Bruno Le Maire, c'est le Matteo Renzi, c'est le Gerhard Schröder de la droite. Les Français peuvent saisir l'opportunité d'ouvrir une belle et une nouvelle page de leur histoire. Qu'ils la saisissent.
Vous êtes inquiet là-dessus parce que... Non, alors, si je peux juste me permettre, là, par exemple, un désaccord de manière générale, c'est que ce que je trouve parfois un peu désagréable dans la candidature de Bruno Le Maire, c'est qu'il se pose comme l'unique option en termes de renouveau générationnel. Et je crois que Nathalie Kosciusko-Morizet, en termes de nouvelles générations, en termes de nouvelles idées, en termes de nouvelles manières de faire de la politique, existe aussi. Oui. Elle n'est pas à elle seule le renouveau, pas plus que ne l'est Bruno Le Maire. Oui, mais ça fait, pardon, 4 ans qu'il se prépare, 4 ans qu'il fait des déplacements sur le terrain. Ils ont tous les deux été ministres. 4 ans. Attendez, mais vous entendez que les autres n'ont rien fait pendant ce temps-là ? Attendez, combien de déplacements a fait Nathalie Kosciusko-Morizet ? C'est 4 ans de travail pour préparer avec les Français un projet fort et avec une conviction qu'il faut refonder en profondeur le système politique et l'administration de ce pays pour faire les réformes. Et pardon, mais celui qui a le projet le plus abouti et la détermination la plus radicale pour changer en profondeur le système, c'est Bruno Le Maire. Alors la réponse de la porte-parole Nathalie Kosciusko-Morizet, je viens vers vous. Non, tout d'abord, c'est pas parce qu'on remet un classeur de 4 kilos de propositions qu'on est 4 fois plus efficace. Et deuxièmement, laissez-la finir. Pendant que Bruno Le Maire battait campagne effectivement en vue des présidentielles, Nathalie Kosciusko-Morizet était par exemple candidate à la mairie de Paris. Elle n'a pas chômé, elle a aussi rencontré des gens et elle a aussi construit un projet. Bon, on voit que la bataille pour le renouveau, c'est de ce côté. Ça y est, c'est clair, il y a cela. Vous n'êtes pas du côté du renouveau ? François Fillon, Alain Juppé ? Si, allez-y. Pour moi, le renouveau, c'est dans le projet. C'est pas dans des postures, sinon on est atteint de macronite aiguë. Donc la télé-réalité appliquée à la politique, moi je trouve que c'est pas très intéressant. Je pense qu'il serait aussi dangereux de penser que Nathalie Kosciusko-Morizet est une candidate moins importante. Elle incarne aussi une figure de renouvellement. Moi je suis heureuse de voir qu'il y a une femme candidate aux primaires, il y en avait besoin. Et après, c'est pas parce qu'on affiche un slogan ou parce qu'on présente des jeunes. Moi, je suis jeune, hein. Enfin, je suis plus jeune en tout cas que certains. Mais en tous les cas, je ne suis pas utilisée pour être l'étendard d'une génération. Je suis aussi, François Fillon me demande de parler en son nom parce qu'on a un travail d'équipe. On est toute une équipe autour d'un homme et d'un projet. Et c'est ce projet qui, pour moi, constitue le renouveau. Oui, mais ce projet, moi, si je lis les deux projets, celui d'Alain Juppé, celui de François Fillon, 80 milliards d'économies, 100 milliards. Je dirais que sur la démarche, au niveau économique, sur une manière peut-être de gérer les questions régaliennes et tout, vous êtes assez proche. Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux candidatures ? Encore heureux qu'au sein d'une famille politique qui a vocation à se réunir, nous n'ayons pas que des divergences et que nous ayons aussi des convergences. Après, les hommes sont aussi différents. Le renouveau, c'est aussi peut-être le fait d'avoir un candidat qui dit « je ferai qu'un seul mandat ». Le renouveau, c'est peut-être aussi le fait de dire... François Fillon, il dit la même chose. Et vous voyez, il arrive aussi que François Fillon fasse des propositions très intéressantes. De toute manière, le plus important, c'est d'avoir un candidat qui sera choisi, qui fera ce qu'il dit, qui tiendra ses engagements et qui permettra à ce pays qui est dans une situation qui est à mon avis catastrophique, n'ayons pas peur de le dire, reparte sur une dynamique de progrès et une dynamique de réussite. La France a besoin de changement, mais elle a besoin aussi d'un changement qui soit pas seulement un changement, je dirais, de publicité, et il a besoin aussi d'un changement qui soit efficace, et l'efficacité, je crois qu'Alain Juppé la démontre. Je ne suis pas sûre, excusez-moi, mais qu'il y ait un effort de renouvellement, en tous les cas dans les propositions aussi fort, notamment en ce qui concerne les 35 heures. Qui supprime les 35 heures ? Qui propose que la durée légale soit fixée par des négociations au sein de l'entreprise, qu'on utilise juste le temps légal fixé au niveau européen, qui impose, qui impose les 39 heures par votre décret aux fonctionnaires directement. Bon, je pense qu'on n'est pas tous sur la même ligne de départ en matière de réforme. Florence Portelli. La fin des 35 heures. Franck Riester pour Bruno Le Maire. Nicolas Sarkozy, François Fillon, président de la République, Premier ministre, pendant 5 ans. Il était ministre, Bruno Le Maire. Attendez, nous avez dit, mais pardon, vous savez, dans les institutions, c'est pas le ministre de l'Agriculture qui peut changer les 35 heures. C'est le président de la République et le Premier ministre. Il nous avait dit, on va supprimer les 35 heures. Ils ne l'ont pas fait. Il était d'accord. Ma conviction, c'est que ce ne sont pas les hommes du passé qui arriveront demain à faire les réformes qu'ils n'ont pas su faire hier. Mais non, pardon. Mais pas non plus sur des thèmes qui sont particulièrement durs. Je crois que cette campagne ne doit pas non plus tomber dans une forme de combat sur justement des mots qui sont particulièrement durs. Mais c'est pas dur. Ce ne sont pas des hommes du passé. Et on peut parfois être un jeune ringard. Tu le sais très bien. Bien sûr. Et je pense que franchement... Vous dites Bruno Le Maire, un jeune ringard, c'est ça ? J'ai pas dit ça. Moi, je me permets d'attaquer personne. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne gagnera pas l'élection présidentielle sur des slogans creux. Il faut des réponses qui soient fortes à une situation qui exige des réponses fortes.
C'est une alternative qu'il faut. C'est pas simplement une alternance. Bien sûr qu'il faut mettre fin à ce monde catastrophique de François Hollande, mais c'est une vraie alternative qu'il faut avoir. Et on ne réussit pas une alternative avec des gens qui ont été en responsabilité, président de la République ou Premier ministre. Mais non, mais Florence, pardon, regardez ce qui s'est passé en Europe et dans le monde. Il y a des alternances réussies, des alternatives réussies, quand ce sont des nouvelles têtes qui sont en responsabilité. Angela Merkel, elle n'avait pas gouverné 5 ans ou 10 ans avant de faire ses doubles mandats exceptionnels. Matteo Renzi, c'est un nouveau personnage dans la vie politique italienne. Et c'est ce qui lui permet de faire les réformes qu'aucun de ses prédécesseurs n'ont su faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un besoin. Il y a une aspiration à un changement. Tout à fait, mais c'est en aucun cas pour moi, qui suis jeune, Bruno Le Maire, représentant François Fillon. En plus, il y a des phrases que je trouve d'une démagogie quand même assez particulière. Par exemple, on va peut-être pas faire le débat là-dessus. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on parle du fond. Supprimer le statut des fonctionnaires. L'aménager, ok, mais le supprimer. Moi, je suis membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. C'est n'importe quoi. C'est la porte ouverte au clientélisme. Moi, j'ai gagné une ville de gauche qui était à gauche depuis 25 ans. Si j'utilisais ce système-là, supprime le statut. Vous avez une nouvelle majorité qui arrive, elle installe ses copains. Donc il faut réfléchir à ce qu'on dit. Faire des phrases qui séduisent les gens, parce qu'en ce moment, il y a un réflexe anti-fonctionnaire. C'est pareil, j'ai fait l'ENA, mais pour me faire une nouvelle virginité, je dis que je vais supprimer l'ENA. C'est pas ça le renouveau. Mais il faut, la réponse, et après on passe à un autre sujet. En profondeur changer le fonctionnement de l'administration, oui. C'est couper le lien qu'il y a entre l'administration et la politique. Donc c'est la fin de l'ENA, oui. Et c'est la démission de la haute fonction. Attendez, laissez-moi Florence. La démission de la haute fonction publique quand on prend des responsabilités. Et concernant le statut, c'est pas le statut de la fonction publique en général. C'est le statut de la fonction publique territoriale. Quand on est maire, je suis maire de Coulommiers, on a besoin véritablement d'avoir des dispositifs qui permettent de mieux récompenser le mérite. On veut une administration du mérite et pas une administration des statuts et des diplômes. Quand vous avez quelqu'un, par exemple, dans votre administration territoriale, que vous voulez faire évoluer, si elle n'a pas le diplôme, eh ben, elle ne peut pas évoluer. Donc, si, la plupart du temps, on va pas rester sur la fonction publique territoriale, on y reviendra. Je vais revenir sur l'actualité aujourd'hui, parce que Nicolas Sarkozy était à Calais et il a dénoncé une immigration qui va submerger la France. Il a voulu dénoncer les accords du Touquet et il a mis en garde un petit peu justement contre le démantèlement de cette jungle de Calais. Encore une fois, nous serons en direct avec Nicolas Sarkozy pendant 1 heure demain soir depuis son quartier général et on le sera avec les candidats. Mais comment vous répondez à ces déclarations de Nicolas Sarkozy ? Pas répondre à Nicolas Sarkozy, il y a une situation d'abord qui est très grave à Calais. Ça fait des années que ça dure et c'est l'échec du gouvernement socialiste qui a fait en sorte que la situation échappe à tout contrôle. Que fait-on ? Est-ce qu'il faut démanteler ou est-ce qu'il parce qu'on sait qu'il y a Laurent Wauquiez qui a dit à un certain nombre de maires on n'accueillera pas les réfugiés, et Xavier Bertrand qui est très surpris et qui dit mais je ne suis pas du tout sur cette ligne. D'abord dans cette histoire, je crois qu'il faut être précis. Vous avez des gens qui sont à Calais qui sont des réfugiés. Ils ont le droit à avoir une instruction de dossier. S'ils sont considérés comme des réfugiés, ils ont le droit d'être accueillis par la France parce que nous sommes un pays d'accueil en la matière de réfugiés qui fuient une dictature, qui fuient les violences, qui fuient la guerre. En revanche, il y a des gens qui sont migrants, qui sont sans droit ni titre sur le sol français. Ces gens-là doivent quitter le territoire national. Mais submergés par l'immigration, les phrases, on a entendu Jean-Marc Ayrault tout à l'heure dire démagogie, instrumentalisation. Écoutez, moi je le trouve assez mal placé d'abord pour faire l'inspecteur des travaux finis à Calais, sachant que c'est lui qui a signé les accords du Touquet en 2003 et donc placé la frontière franco-britannique sur notre territoire. Je le trouve aussi mal placé pour dire qu'on est submergé par l'immigration, sachant que j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, elle a augmenté de 20% pendant son quinquennat. Donc bon, c'est facile d'arriver en disant je ferai mieux que ce que j'aurais pu faire, mais ce que j'ai pas fait. Et surtout, je vais vous dire ce qui m'attriste beaucoup. C'est un candidat que j'ai beaucoup aimé en 2007, mais je suis assez choquée des propos qu'il tient. Ça fait un moment déjà qu'il y a de moins en moins d'humanité quand il parle d'immigration et de tous ces sujets de société où on parle quand même d'humain. La première fois où vraiment j'ai été estomaquée, c'est quand des migrants mouraient dans la Méditerranée et qu'il a fait un show comique en disant que c'était une fuite d'eau qu'il fallait colmater sans une part d'humanité. J'ai été très attristée, même hier, d'entendre ces propos, alors avec son mythe d'Astérix, les Gaulois, d'entendre qu'il était fier de ne pas avoir appris l'histoire de la Grèce et de la Hongrie, d'où il venait. Son père est hongrois et son grand-père maternel grec. Je pense qu'il est en train de dériver sur ces sujets et pour le coup, vous voyez, ça c'est clairement un des sujets sur lesquels les candidats ne pourront pas être d'accord. Florence, un mot pour chacun là-dessus. Au-delà de ce que vient de dire Marie-Laure, que je cautionne, parce qu'il y a une question de crédibilité de la parole publique. Mais quelle proposition pour régler le problème ? La proposition, Bruno Le Maire, il en fait une claire.
il est de dire que on doit changer le mode de fonctionnement du droit d'asile. Quand quelqu'un qui réclame le droit d'asile est débouté de son droit d'asile, il doit retourner dans son pays, être expulsé et ne pas attendre l'appel. Parce que la plupart du temps, ils font appel et ils restent en France pour faire appel. Tout le monde propose ça après, il faut le faire. Il faut le faire matériellement, concrètement. Personne ne le propose, c'est que Bruno Le Maire qui le propose. Sur l'immigration, là, je suis navrée de le dire, mais on est tous à peu près sur le même positionnement. De réguler les flux, je propose que nous accélérions le processus de gestion des dossiers pour faire en sorte, parce qu'aujourd'hui le délai est de 6 mois, et que ce délai soit raccourci à 2 semaines, et pour faire en sorte que les gens ne disparaissent pas dans la nature. Donc tout le monde propose. Les gens ont de très bonnes idées. Mais non, mais c'est pas c'est concrètement les gens déboutés du droit d'asile doivent être envoyés dans leur pays. C'est pas ce que propose Alain Juppé. Laurence Portelli pour François Fillon. C'est ce que propose ici François Fillon, mais François Fillon dit surtout qu'il faut une crédibilité du chef de l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement, pour reprendre des négociations beaucoup plus sévères avec l'Angleterre. Mais de manière globale. C'est-à-dire, c'est pas le cas actuellement. Pardon. Actuellement, on ne peut pas dire que l'Angleterre intervienne réellement dans la gestion du flux et des migrants, alors qu'ils veulent aller en Angleterre. Donc il faut que l'Angleterre soit partie prenante à ce processus. Mais de manière globale, moi j'espère qu'on ne va pas continuer dans la surenchère lexicale. Derrière les migrants, il y a des gens en situation régulière, mais il y a des demandeurs d'asile, des réfugiés. On est sur une ligne de crête assez dangereuse entre des gens qui sont des angélistes, qui oublient les problèmes, et puis d'autres qui stigmatisent des populations. Il faut quand même régler le problème. Il faut quand même régler le problème. Oui, mais ne pas oublier que derrière ce qu'on dit... c'est quand même... mais je suis entièrement d'accord. Mais justement, moi j'aimerais bien qu'on parle avec humanité. Les gens ne sont pas du bétail. Et d'ailleurs, même le terme de jungle me gêne un petit peu. Avec humanité, mais avec fermeté. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Sincèrement, je pense que les débats vont être très intéressants. Restez, on va recommencer d'ici la fin de la campagne. Merci beaucoup à tous les quatre. Dans un instant, eh bien, on se retrouve, on continue à parler de la primaire, mais sous l'œil d'observateurs avertis. Guillaume Roquette, Figaro Magazine, à enchère de Marianne. À tout de suite.